différents objets, et puis deux porteurs de projets. Donc voilà, je vais commencer par présenter, et puis nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de la table ronde avant d'aller partager les paniers repas. Donc Maha, en fait, son rôle au sein de BNP, c'est vraiment de faire en sorte que les entités du groupe accompagnent le mieux possible les entrepreneurs sociaux. Donc cela passe par l'ensemble des métiers du groupe, que ce soit le métier de banquier classique à travers du prêt, mais aussi de l'investissement à travers le fonds d'épargne salariale solidaire et l'investissement dans des fonds existants, d'impact investing comme Noves, et des produits innovants comme les contrats à impact social. J'ai rien oublié. Ensuite, nous avons Florence Méhaignerie, qui est cofondatrice et directrice de Citizen Capital, qui est en fait un fonds pionnier dans l'impact investing, avec un fonds d'investissement dans des PME et des startups, dont le projet d'entreprise intègre aussi bien la croissance économique que la démultiplication de l'impact social. Enfin, nous avons Marie-Élodie Bazy, qui est directrice de projet chez Cois Invest. Cois Invest est un acteur donc, international qui est basé en Belgique et en France et qui gère des fonds en direct, tout en ayant une activité de conseil en innovation financière et en particulier de structuration de contrats impact social. Anne Delhomme, qui est directrice générale adjointe de WeMove. WeMove, c'est une association qui vise à améliorer la mobilité des publics fragiles, des personnes âgées, des personnes en recherche d'emploi, à travers des plateformes de mobilité. Donc l'association a recours à l'épargne salariale solidaire et aussi est en train de lancer un contrat impact social pour développer l'accompagnement numérique des bénéficiaires. Et enfin, nous avons Anita Kirpalani, qui est directrice du développement et des partenariats au sein de Article 1, enseignement passeport avenir, qui est une association qui travaille sur le champ de l'égalité des chances. Donc l'association accompagne des jeunes issus de milieux populaires pour les aider dans leur choix d'orientation, leurs études et leur insertion professionnelle à travers du mentorat de professionnels. Et Article 1 monte actuellement un contrat impact social, ce qui porte sur les jeunes en filière professionnelle agricole. Voilà donc pour notre panel d'aujourd'hui. Alors, première question, en fait, donc on va voir dans la table ronde, on a un peu trois parties. Une partie sur vraiment un peu large sur la finance à impact. Après, on fera un focus sur les contrats impact social et on terminera un peu sur une prise de recul sur finalement quelles sont les perspectives de ce secteur. Peut-être pour démarrer, donc je vais m'adresser aux trois financeurs de la table ronde pour savoir, vous avez en fait des financeurs impact, vous avez des singularités intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de vos produits et des projets que vous financez? Ma. Oui, donc effectivement, nous, la finance à impact, elle a aussi la dimension bancaire. On a élargi la finance à impact au prêt bancaire, puisque depuis en fait 2012, on s'intéresse aux entrepreneurs sociaux, à ces modèles un peu hybrides et comment on peut les financer. Donc effectivement, on a essayé de mettre en place une approche qui permette à la fois de mieux comprendre ces modèles, de mieux les approcher, de trouver des produits et services qui puissent leur convenir. Donc cet accompagnement, on essaye de le porter dans 7 pays aujourd'hui, sous une démarche que vous avez illustrée là, qui s'appelle Act for Impact, et qui a été d'abord de définir une entreprise sociale. Donc nos critères à nous, parce que quand on a commencé à s'y intéresser, il n'y avait pas encore de critères qui définissaient l'entreprise sociale, c'est d'abord une mission sociale. C'est vraiment quelle est l'intention qu'a mise le porteur de projet quand il a créé sa structure. Est-ce qu'il a voulu effectivement trouver une solution à un besoin social qui n'était pas suffisamment couvert. Ça peut être la réinsertion de chômeurs, ça peut être de l'économie circulaire, comment mieux réutiliser les déchets, ça peut être la garde d'enfants pour des familles monoparentales. Donc il y a beaucoup de missions aujourd'hui, de besoins qui ne sont pas couverts et que l'entrepreneur social a l'intention de couvrir. Donc c'est vraiment cette intentionnalité qui prime pour définir une entreprise sociale pour nous. Ensuite, il y a le modèle économique, donc c'est le fait d'avoir un
modèle économique viable et pérenne, et une proportion donc à générer des revenus d'activité. Donc c'est pas forcément tous les revenus, puisque les modèles hybrides avec des subventions sont aussi, on les considère également comme des entreprises sociales, mais à minima 40% des revenus qui sont générés par une activité propre. Et enfin, le réinvestissement des bénéfices, ça c'est aussi quelque chose de très important. Il faut que 50% des bénéfices soient réinvestis dans le projet social pour qu'on considère ça comme une entreprise sociale. Peu importe le statut juridique, association, entreprise, coopérative, tout ça pour nous rentre dans l'entrepreneuriat social. Et on a développé effectivement une approche multi-critères, donc à la fois avec des conseillers spécialisés qui comprennent les spécificités, une politique de crédit qu'on a adaptée justement à ces modèles-là pour mieux comprendre comment une entreprise sociale peut avoir des éléments financiers qui doivent être interprétés un peu différemment de ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat classique, de façon à prendre en compte cette spécificité. Peut-être donner un exemple là-dessus ? Oui, alors par exemple, quand on regarde des entreprises d'insertion, alors par exemple une entreprise d'insertion dans le bâtiment. Alors si on regarde une entreprise dans le bâtiment, on se dit la masse salariale en général c'est X%. Et là on se rend compte que la masse salariale dans une entreprise d'insertion du bâtiment, elle est bien plus élevée. Et en fait, on peut être surpris quand on regarde ça avec un œil classique. Et si on ne prend pas en compte le fait que quand une entreprise d'insertion, on a besoin d'accompagnement parce que c'est des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui ont besoin de réapprendre à aller travailler, donc qui ont besoin d'être accompagnées. Et on comprend pourquoi la masse salariale est bien plus élevée dans une entreprise d'insertion, et c'est avec ce regard-là qu'il faut le regarder. Par ailleurs, dans des entreprises comme des épiceries solidaires type Andes, par exemple, qui vendent des biens des biens de grande distribution à des prix très très inférieurs à ceux du marché, on peut se dire mais pourquoi alors qu'un shampoing ça se vend 4 €, là on le vend 20 centimes, et en fait si on n'a pas ce prisme d'impact, on va se dire que Andes fait mal son travail ou ne fait pas en sorte de maximiser finalement sa marge, alors qu'en fait on oublie finalement, on ne se rend pas compte que c'est parce qu'elle adresse un public qui est particulier. Donc c'est toutes ces notions-là qu'on a essayé de mettre en œuvre dans une politique de crédit adaptée, et ensuite dans une méthodologie de mesure d'impact, mais ça je crois que j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà. Et donc en termes global, donc on a des financements, on a comme tu disais des fonds d'épargne salariale solidaire, avec aujourd'hui plus de 23 partenaires qui sont bénéficiaires de cette épargne salariale solidaire, avec la création de fonds également qui sont dédiés à l'impact social. Et donc voilà, tout ça c'est un peu le dispositif global qu'on a essayé de mettre en place depuis 2012. C'est intéressant parce que les critères ne sont pas tout à fait les mêmes pour Citizen Capital. Bonjour. Alors Citizen Capital, en quelques mots, on est né il y a une dizaine d'années au milieu de la crise de 2008, ou peut-être sur les décombres de la crise de 2008, 2 mois avant la chute de Lehman Brothers. Et on est typiquement cette union où moi, je me suis invitée dans la finance, ce n'est pas du tout mon background, et je me suis associée à quelqu'un qui s'est invité dans le social et qui avait passé 10 ans dans un grand fonds d'investissement. Et on a créé Citizen Capital avec l'ambition d'utiliser la finance pour servir des enjeux de société. Donc c'est un peu la raison d'être de départ. Et notre conviction et constat, c'est que les entreprises allaient être des leviers de transformation majeurs dans l'ère qui vient, pour plein de raisons, et qu'on n'allait pas pouvoir faire les changements ou relever les défis sociaux et environnementaux qui sont devant nous sans les entreprises, et pas uniquement les entreprises sociales. Nous, on ne vient pas de l'économie sociale et solidaire comme culture. Notre ambition était d'embarquer l'économie mainstream et de cibler des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et qui placent des objectifs sociaux et environnementaux au cœur de leur stratégie, de leur projet d'entreprise. Et nous, notre travail, quand on rencontre une entreprise aujourd'hui, c'est de comprendre la vision des dirigeants. Est-ce qu'on répond à un besoin structurant, à des besoins fondamentaux sur les enjeux sociaux et environnementaux? Et puis ensuite, de construire avec eux un projet d'impact qui se traduit pour nous, on l'appelle le business plan impact.
Donc quand on investit dans une entreprise, et c'est ce qui nous caractérise, je pense, de plus en plus en tant qu'impact investor, c'est qu'on fixe ensemble une ambition qui se traduit par des objectifs, des indicateurs, qu'on est capable de rendre tangibles sur la durée de l'investissement. Et la thèse d'impact ou la thèse d'investissement qu'on a, c'est d'identifier des fortes synergies entre les deux. Donc les leviers de création de valeur sociale nourrissent le projet économique et inversement. Alors un bon exemple de ça, il y en a plusieurs, mais Open Classroom est un exemple intéressant. C'est une école d'éducation en ligne qui a été créée il y a très longtemps en fait, par des jeunes qui avaient à l'époque 11 et 13 ans, des geeks, qui ont souhaité rendre tout ce qui était éducation numérique, codage, web, beaucoup plus accessible que ça ne l'était, et qui ont graduellement construit une start-up en très très forte croissance qui forme, qui diplôme des jeunes dans les métiers du numérique au sens large, qui répondent à des gros besoins en termes d'emploi par ailleurs. Et ils sont venus nous voir avec une vision et une mission très claire qui est rendre l'éducation accessible et permettre aux gens de rester ou redevenir employables après la formation. Et nous, on les a beaucoup challengés là-dessus. Ils avaient assez peu formalisé autre chose que ça. C'était dans leur ADN. Et c'est ce qui nous a convaincus d'avancer avec eux. Mais on a construit beaucoup. On a construit un business plan d'impact. Aujourd'hui, ils ont des indicateurs ils se sont convaincus, en fait, progressivement que leur indicateur de succès, c'était leur capacité à ramener les gens à l'emploi et des gens plutôt faiblement qualifiés ou mal qualifiés. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient tellement attachés dans leur conviction personnelle de rendre les choses accessibles qu'ils ont construit toute leur pédagogie autour de ça. Et donc, aujourd'hui, sans aucun prérequis, on peut potentiellement devenir data scientist chez Open Classroom. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a 60% de demandeurs d'emploi chez Open Classroom qui se forment chez eux. Et il y a 40% des personnes qui sont bac ou infra-bac. À côté de ça, c'est néanmoins une entreprise qui, pour nous, va être capable de démultiplier son impact parce qu'elle a un projet de croissance et un modèle économique qui nous paraît aussi extrêmement puissant. C'est un superbe exemple, merci. Et alors donc, Marie-Élodie, Coïs, en fait, quels sont les projets que vous financez et comment ça marche ? Bonjour, donc peut-être juste en préambule, en complément de ce que disait Octavie tout à l'heure, donc Coïs Invest est une entreprise belge qui a été créée en 2009 avec pour but de déployer des capitaux privés pour venir essayer de résoudre les grands défis sociétaux, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. On a commencé en fait tout d'abord dans une logique d'investissement en direct dans des entreprises avec une forte dimension sociale ou environnementale au sein de leur ADN. Et donc on a fait en fait des clubs deals, une douzaine, pour un peu démontrer la preuve de concept, de montrer qu'on pouvait investir dans des entreprises qui avaient un caractère social ou environnemental fort, tout en générant un rendement financier pour les investisseurs. Et donc fort en fait de ce néanmoins petit track record, mais track record néanmoins, on a commencé à réfléchir à des manières de mettre à l'échelle en fait les investissements à impact social. Et pour cela, on s'est rendu compte qu'il fallait essayer de lancer des fonds d'investissement sur différentes thématiques, de sorte de pouvoir déployer davantage de capitaux plus rapidement. Et donc dans ce contexte, on a lancé plusieurs fonds, tant en Europe qu'en Inde. Le premier fonds qu'on a lancé est un fonds de 60 millions de dollars qui investit en private equity en Inde, dans des PME qui sont socialement pertinentes, dans les domaines tant de l'éducation que la santé, que l'environnement, pour des populations des classes moyennes et classes modestes. Donc on reste un petit acteur, donc peut-être en précision, on a l'habitude de s'associer en fait avec des gros acteurs, donc ça permet aussi de faire de la pédagogie et de l'éducation et d'un peu prêcher la bonne parole, si je puis dire, sur les investissements à impact auprès d'acteurs beaucoup plus classiques de la finance. Donc ça c'est un fonds qu'on a lancé maintenant il y a 3 ans. Depuis on a développé un plus petit fonds en Inde également, plutôt de venture capital de 10 millions de dollars qui là va venir financer des technologies qui coûtent peu
cher en santé pour pouvoir disséminer justement un peu les soins à différentes couches de la population. Et on a également lancé en Europe un fonds d'immobilier social qui s'appelle Inclusio, où on a levé 45 millions d'euros auprès d'investisseurs privés pour venir prêter main forte à l'État qui n'a aujourd'hui plus les moyens de construire des logements sociaux en Belgique. Donc on a fait intervenir en fait des financeurs privés qui financent finalement les CAPEX, donc la construction ou la rénovation de logements sociaux. Les pouvoirs publics se portent garants en fait sur les loyers, ce qui permet de dérisquer l'investissement pour les investisseurs. Et enfin, des bailleurs sociaux vont intervenir sur le terrain pour mettre en location ces logements pour pouvoir apporter donc un surcroît donc de parcs pour les populations fragilisées en besoin de logements sociaux en dessous du prix du marché. Donc ça, c'est vraiment la logique dans laquelle on se situe aujourd'hui. Et en parallèle de cela, on réfléchit à tout un tas d'autres fonds dans les thématiques qui sont les nôtres, autour de l'éducation, la santé, l'emploi et aussi les environnements de vie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être la première question, double question, qui est finalement, est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique, premièrement, et ensuite, d'un point de vue d'impact, comment est-ce que vous faites pour évaluer ces projets à la fois dans la phase de sélection et d'investissement ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'historique pour vraiment avoir une idée finalement du vrai risque de ces projets sociaux. Alors, juste, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de beaucoup réfléchir en termes avec le diptyque risque-rentabilité dans la banque classique, et qu'aujourd'hui, donc cette dimension d'impact investing rajoute, donc on est maintenant sur un triptyque, donc c'est risque, rentabilité et impact, et comment ces trois dimensions en fait s'articulent les unes par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que quand on veut essayer de fixer des objectifs d'impact, l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme risque pour qu'on puisse avoir de l'impact. Moi j'ai la ferme intuition, mais ça ne reste qu'une intuition, que ces projets ne sont pas risqués parce que c'est des projets qui s'appuient sur la réalité économique, qui finalement s'appuient sur quand on est dans des situations comme on est aujourd'hui avec énormément de défis sociétaux, c'est le marché, si on doit parler vraiment en termes très basiques, il existe, il y a un marché. Et donc c'est très important, ce qui est important pour moi, c'est comment aujourd'hui les entreprises sociales arrivent à cerner leur marché, qu'elles se positionnent sur quel type de bénéficiaires, comment elles s'assurent que leur mission sociale est en adéquation finalement avec ce qu'elles ont envie de réaliser comme objectif. Et donc c'est pour ça que quand on évalue en fait un projet social, donc au-delà de la mesure d'impact qu'on a effectivement élaborée avec Kimso, qui permet finalement de valoriser l'impact des entreprises sociales qu'on a dans notre portefeuille, au-delà de ça, quand on regarde un projet d'impact, c'est comment l'entreprise sociale pilote son activité grâce à son impact. Son impact, c'est son ADN. Donc si elle pilote bien son ADN, ça donne confiance en fait dans sa manière de gérer son projet. Si on se rend compte que les bénéficiaires qu'elle tente de cibler, elle arrive à les cibler, qu'elle fait tout pour que ce soit le cas, que dans la manière dont elle gère son modèle économique, elle prend en compte ses bénéficiaires, qu'elle a bien estimé son marché, qu'elle a regardé ses concurrents. Donc c'est vraiment une analyse de marché un peu classique dans ces termes, mais qui finalement porte sur le besoin social, parce que là aussi c'est important pour une entreprise sociale de se situer par rapport à ses concurrents et de se rendre compte que si elle veut répondre et arriver justement à maximiser son impact, il faut qu'elle arrive à résoudre le besoin qui n'est pas encore résolu, plutôt que d'apporter une énième solution à un problème à un besoin qui est déjà répondu par d'autres. Donc c'est comment elle optimise finalement son allocation de ressources pour maximiser son impact social. Et donc c'est un outil, avant tout, pour moi, c'est un outil de pilotage. Ensuite, il y a tout ce qui est prendre en compte en fait que c'est un capital patient, qu'il faut du capital patient pour ces entreprises-là, qu'elles sont parfois un peu plus lentes dans l'atteinte de leur poids mort, et que pour autant, ce n'est pas un souci. En fait, c'est parce qu'elles doivent gérer toujours cet équilibre entre la mission sociale et la rentabilité du modèle. Et donc, c'est prendre en compte
temporalité. Pour moi, c'est vraiment la grosse différence avec une entreprise classique, c'est la temporalité de l'atteinte de ces objectifs, et c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on finance une entreprise sociale. Donc tout ça permet de donner un regard, d'ouvrir le regard du banquier classique en fait sur ces entreprises sociales, en tenant compte de la manière dont elles vont permettre à la fois d'avoir leur impact et de générer aussi de générer finalement de la rentabilité. Ok, et Citizen, du coup, vous, quelle est la performance en fait des entreprises dans lesquelles vous investissez et comment vous suivez l'impact? Alors pour le coup, nous, on a plus une approche de VC, donc presque inverse à ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire de capitaux risqueurs. Donc les entreprises dans lesquelles on investit sont des startups ou des PME qui font historiquement au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on est en train de se diriger vers de l'investissement dans de l'innovation plus early stage. Donc, c'est des entreprises qui, par définition, sont jeunes, souvent, plutôt petites, et donc avec un fort niveau de risque. Et avec une ambition de croissance assez forte également. Donc, c'est tout ce ratio risque-rentabilité qui est un peu inversé du coup, parce qu'à partir du moment où vous dites que vous investissez dans quelque chose de risqué, le modèle économique tient si inversement vous avez quelques-uns de ces investissements qui sont des success stories économiques et financières pour l'investisseur. Et évidemment, on a, nous, des projets qui ont été dans le mur. Et ça fait partie du modèle économique d'un fonds, et en particulier aussi d'un fonds d'impact. Mais ceux qui marchent bien, c'est combien? Alors, ceux qui marchent bien, l'objectif qu'on vise, c'est de multiplier par 2 la taille et la valeur d'un investissement qu'on fait. Donc, c'est en gros, si l'investisseur met 100 chez nous, on espère pouvoir lui rendre 200. Ça, c'est un projet, c'est une ambition. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais si vous ne fixez pas des projets élevés, le risque est que vous soyez assez vite près de zéro, parce que le capital risque aujourd'hui, c'est près de zéro, la rentabilité en réalité. Sur le fonds 1, on espère approcher 10%, ce qui est plutôt bien. Et sur la partie suivi de l'impact social? Oui, sur la partie suivi de l'impact, je pensais à une chose que tu viens de dire sur les arbitrages. Ce que je trouve intéressant dans ces 10 ans d'histoire de l'impact investing, c'est qu'en fait, ça repose la question du rôle de l'actionnaire. Donc, on se pose beaucoup aujourd'hui la question du rôle de l'entreprise. Et nous, on découvre en fait qu'on finance des entreprises à mission. On se retrouve très bien dans le débat aujourd'hui là-dessus. Et en fait, le rôle d'un actionnaire d'impact, à certains moments, on va être face à certains arbitrages. Et c'est de reconnaître l'intérêt propre de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à certains moments, l'entreprise a un intérêt propre qui n'est pas aligné sur celui de l'optimisation financière ou de l'investisseur au sens classique du terme. Et je pense que notre rôle en tant qu'impact investor, c'est de le reconnaître. C'est de dire oui, par exemple, Camif, qui s'installe à Niort, qui reprend Camif historique à Niort, et les premiers investisseurs qui viennent voir Camif disent écoute, c'est intéressant ton projet, mais là, c'est idiot, tu as installé ton centre d'appel à Niort. Si tu le délocalises à Madagascar, tu gagnes 2 points de rentabilité. Ce serait quand même ballot de ne pas le faire. Approche assez classique. Nous, quand on est arrivé, on s'est dit non, en fait, c'est vraiment cohérent avec le projet de Camif, qui est de reconstituer du tissu économique sur le territoire. Ça fait partie vraiment du projet. Et ce positionnement de Camif, qui est de fabriquer un leader dans l'équipement de la maison avec la participation très active de son écosystème et notamment de ses fabricants français, va créer de la valeur à long terme. Donc nous, on est suffisamment confiants, si on perd quelques points de rentabilité aujourd'hui, que ce positionnement va être créateur de valeur à long terme. Merci. Et alors le fonds Inclusio, tu peux nous en parler ?
Alors oui, mais peut-être je prends juste un tout petit pas de recul avant de parler d'inclusion. Donc pour reprendre ce que disait tout à l'heure Emeline, avait un schéma qui expliquait ça très bien. L'impact investing, il y a 2 types d'acteurs. Il y a les acteurs impact first et les acteurs finance first. Et donc on va vraiment nous essayer de trouver un équilibre entre les deux et de montrer en fait qu'on peut investir dans des entreprises qui ont un fort impact sociétal, mais que c'est possible aussi de générer du rendement. Pourquoi est-ce que pour nous c'est quelque chose d'important? C'est parce qu'on pense que si on veut amener beaucoup plus de capitaux pour financer ce type d'entreprise, il faut justement démontrer qu'il y a un business model qui fonctionne. Et pour reprendre un peu ce que disaient justement Laurence et Maha, on a la conviction que les entreprises justement qui prennent dans leur business model comme contrainte d'avoir un impact positif sociétal, ce sont des entreprises qui sont très responsables et qui sont organisées de telle sorte qu'elles sont positionnées pour justement pouvoir générer un triple bottom line, donc à la fois financier, social ou environnemental. Donc en ça, pour nous, on essaye de se dire qu'on ne fait pas de compromis et qu'on peut arriver à faire les deux. Alors au niveau des rentabilités, ça va vraiment dépendre des géographies et du type de fonds sur lesquels on se positionne. Typiquement en Inde, on est sur un fonds private equity en pays émergent. Là, clairement, on va être à la recherche de rendements qui sont davantage des rendements à double chiffre. Mais par exemple, sur un fonds immobilier social en Belgique, clairement, on va être sur des rendements beaucoup plus bas et de l'ordre de 3-4%. Voilà, donc ça va être très variable en fait en fonction de l'investissement et de la géographie. Et peut-être sur le point des indicateurs à impact, comme je vous le disais tout à l'heure, donc la palette est large en fait dans les types d'investissements qu'on peut réaliser dans la sphère impact, donc tant que ce soit dans l'éducation, la santé, les environnements de vie ou l'emploi. Donc clairement aujourd'hui, je pense qu'on est nous dans une approche un peu customisée sur les indicateurs, puisque une entreprise va être très différente d'une autre, on va pas pouvoir choisir les mêmes. Et donc voilà, donc on va essayer de mettre en place des indicateurs d'impact social qui sont au plus proche de l'activité de l'entreprise dans laquelle on va avoir investi. Merci. Je me permets juste de rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire, je suis désolée. En fait, la logique qu'on a, nous, comme on a la double logique, soit banquier, soit investisseur, et investisseur pour compte propre et pour compte de tiers, c'est ce qui est quand même super important dans ces logiques de rentabilité risque, c'est de dire que quand on gère l'argent de tiers, quand on investit l'argent de tiers dans des entreprises sociales, on est tenu et obligé d'avoir un niveau de risque beaucoup plus faible que si on investit, et bien évidemment, les fonds propres de la banque. Et donc ça, c'est aussi une façon un peu différente du coup de gérer le couple risque-rentabilité. Il y a quelque chose qui est important à dire aussi, c'est que c'est l'alignement des équipes avec cette vision. Et de plus en plus de fonds d'impact ont des intéressements au sein des équipes, qu'on appelle dans ce métier le carried interest, qui sont assis à la fois sur la performance financière et sur la performance d'impact. Donc par exemple, nous, on est à 50%, notre intéressement est lié à la performance sociale, ce qui n'est pas une mince affaire en termes de mesures. Merci. Alors maintenant, on va